Je suis en troisième, je fais mes vœux, chaudronnerie comme je t'ai dit, des écoles. Et là, je me retrouve dans le bureau de mon CPE. Benjamin, t'as des bonnes notes à l'école. Pourquoi tu fais tes vœux pour la chaudronnerie Tu sais, juste à côté, on a le lycée général. Tu devrais partir sur la filière générale. Et pendant un bon quart d'heure, une demi-heure, je me fais lessiver. Tu vois, je passe dans la moulinette. En gros, la question, c'était Benjamin, t'as des bonnes notes. Qu'est-ce que tu vas faire dans la voie de garage? Benjamin Chalut, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement d'Auvergne. D'Auvergne. Ouais, tout à fait. Alors, c'est pas que pour nous, mais quand même, tu l'as fait pour nous un peu. Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Pas loin. Pas loin. Écoute, on s'est connus parce que tu fais partie des membres des Forces françaises de l'industrie. Donc, tu dépends du club de Clermont-Ferrand. On s'est vu là-bas et dans nos discussions, tu m'as un peu expliqué ton parcours, que j'ai trouvé très intéressant. Et surtout, ton parcours est intéressant, ce qui est une bonne chose. Et les gens qui ont fait ton parcours, parfois, ne s'expriment pas, ou s'expriment peu, ou quand ils le font, ne savent pas forcément tous s'exprimer aussi bien que toi. Voilà, donc je commence par les fleurs, ensuite on va passer au baf. Voilà, c'est ça. Et donc, je me suis dit, c'est une bonne opportunité que tu nous racontes un petit peu tes tranches de vie. Puisque, je le dis pour nos auditeurs qui se demandent où je veux en venir, tu as un parcours technique où tu œuvres pour de vrai pour l'industrie en fabriquant des choses de tes mains. Voilà. Du moins, c'est comme ça que j'ai commencé. Exactement. Donc, tu vas pouvoir nous l'expliquer. Est-ce que tu peux, même si tu es quelqu'un de très jeune, donc tu ne me feras pas croire qu'il te faut 2 heures pour te présenter, Non. Mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu fais, d'où ça t'est venu et quel a été un petit peu ton parcours? Ouais. Aujourd'hui, j'ai 29 ans, marié, 2 enfants, et je suis chaudronnier soudeur de métier. Ouais. Donc j'ai commencé dans les ateliers en tant que soudeur. J'ai gagné les Olympiades des métiers sur le plan régional en 2015 et j'ai représenté l'Auvergne au final à Strasbourg en tant que soudeur. Et j'ai travaillé pendant 5 ans après en déplacement dans 3 domaines d'activité, le naval, l'aéronautique et l'industrie lourde. En tant que soudeur, toujours. En tant que soudeur, oui, tout à fait. Et aujourd'hui, j'ai une entreprise de conseil et d'édition à destination des entreprises de la métallurgie. Et je suis l'auteur aussi de La civilisation du geste, qui est sorti en février. Très bien, qui est un livre. Qui est un livre, tout à fait. Exactement. Ouais. Alors, ça t'est venu comment cette idée d'être chaudronnier, soudeur, enfin de travailler vraiment dans l'industrie. Toi, t'es tombé dedans comment et raconte-nous un peu d'où ça vient par rapport à ton enfance, qui n'est pas si loin d'ailleurs. Non, qui n'est pas si loin. Ouais. En troisième. Ouais. Comme beaucoup d'ados, je me prends la tête sur le travail avec mon père. Et puis comme beaucoup de gamins à cet âge, tu penses que tu sais mieux que tes parents. Donc t'as un peu le côté silex, tu vois. Ça fait des étincelles à table. Et mon père, il avait un peu cette envie de dire à un moment, tu veux parler du travail, tu as tes idées sur ce qui va t'arriver plus tard. Tu vas aller travailler, je vais t'envoyer dans une entreprise pour ton stage de troisième et tu vas aller découvrir ce que c'est le monde de l'atelier parce que lui est mécanicien auto de métier. Il m'a dit, et là tu vas découvrir ce que c'est le travail au sens noble du terme, quoi. Oui, parce que c'est des discussions un peu philosophiques. Tu sais, quand t'es gamin, machin, moi je veux faire ci, je veux faire ça. Et puis après, voilà, c'est des périodes où tu te cherches aussi professionnellement. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire? C'est les grandes philosophies de stage-là. Qu'est-ce que tu veux faire demain? T'es en fin de troisième, il y a les stages découvertes qui arrivent, qui pour moi sont une excellente chose, qui mériteraient d'être un peu plus... il faudrait que ça aille un peu plus loin en fait. Un stage de 3 jours, je pense que l'année de troisième, elle doit servir aussi à se trouver avant la fin de l'année, quoi. Parce que les stages de troisième, ils arrivent... oui, pour savoir où est-ce que tu veux t'orienter, parce que sûr. on ne sait pas quoi. Donc, mon père me propose d'aller dans une entreprise de chaudronnerie du bassin Tiernois. Bassin de la métallurgie, parce qu'on a quand même un savoir-faire monstrueux autour de la coutellerie. Ouais. Qui a souffert de la désindustrialisation, on ira peut-être dessus plus tard. Petit sujet. Et du coup, je découvre la chaudronnerie. Et mon père qui veut me dire, regarde, t'as vu, c'est ça le travail. Je ressors, 3 jours après, je lui dis, papa, c'est ça que je veux faire.
Et avant ça, toi, tu étais parti sur quoi? Parce que quand tu dis il y avait des étincelles entre ton père qui dit attends, c'était tu pas vas les grosses découvrir- étincelles non plus, hein. On était sur voilà, discussion de table. Hein, Ouais. voilà, mais... Ok, mais toi, tu étais sur une conception qui était quoi, un peu tertiaire philosophie et je sais pas quoi ou... Franchement, honnêtement, j'aurais pas fait chaudronnerie, je sais pas ce que j'aurais fait. Ouais, tu étais vraiment dans le... Enfin, tu te J'ai cherchais... Je me cherchais et j'ai trouvé. Voilà. D'accord. Et j'ai un peu une idée, des fois, qui est un peu clivante, mais je trouve qu'en fait, les parents délèguent un peu trop l'orientation des enfants à l'éducation nationale, dont, à mon avis, c'est pas la mission principale. Ça n'empêche pas qu'ils doivent participer justement à ça. Mais en fait, on le sait, par exemple, il y a une étude qui avait été faite. Les emplois, enfin les métiers les métiers qu'on choisit en général, c'est des métiers qui sont pratiqués dans notre environnement. En fait, on s'identifie, on devient boulanger parce que mon cousin, mon oncle, il est boulanger. Voilà. Tu as besoin d'avoir un exemple, quelqu'un connaître. qui incarne, quelqu'un qui t'inspire finalement. Et il faut connaître le métier. Ouais. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, sur tout le panel de métiers, il n'y en a qu'une infime minorité qui est réellement connue du grand public. Et que l'industrie, on souffre, à mon sens, de ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu as 13 ans. Est-ce que tu sais ce que c'est être programmateur de commande numérique? Non. Voilà. Alors qu'on en cherche à l'appel. Voilà. Donc, en fait, il y a aussi une méconnaissance des métiers. Et c'est, à mon avis, un double effort, c'est-à-dire un effort de l'éducation nationale de permettre à ces jeunes de découvrir de plus en plus de métiers. Il faut vraiment s'abreuver en fait de tout ce qui existe. L'ouverture des entreprises aussi est importante, les portes ouvertes pour faire découvrir aux jeunes. Et de l'autre côté, aussi le travail des parents. Et moi, je remercie vraiment mes parents pour ça, parce qu'ils m'ont permis à un moment de trouver ma voie aussi, parce qu'ils se sont impliqués à ce moment-là aussi. D'accord, donc tu es en 3e, tu sors de stage, Ouais. tu annonces ça à ton père, à ta mère, et c'est quoi la réaction? Très bien. Mon père, il a toujours voulu, et mes parents ont toujours voulu que je fasse ce que je voulais faire. Mais alors pour l'éducation nationale, c'est plus compliqué. Je suis en 3e, je fais mes vœux, chaudronnerie comme je t'ai dit, des écoles. Et là, je me retrouve dans le bureau de mon CPE. CPE, c'est quoi? Alors c'est le Conseiller principal d'éducation, ouais, un c'est truc ça. comme ça. Ouais. CPE, directeur adjoint de l'établissement, et prof principal dans le même bureau. Je pensais que j'avais fait une boulette, quoi. Benjamin, t'as des bonnes notes à l'école, pourquoi tu fais tes vœux pour la chaudronnerie tu sais, juste à côté, on a le lycée général. Tu devrais partir sur la filière générale, et pendant un bon quart d'heure, une demi-heure, je me fais lessiver. Tu vois, je passe dans la moulinette. En gros, la question, c'était: Benjamin, t'as des bonnes notes, qu'est-ce que tu vas faire dans la voie de garage? Ouais, faut pas faire de bêtises, quoi, monsieur. Tu rigoles. Ouais. Voilà. Et ce qui est fou, c'est qu'en plus, j'ai persisté, j'ai dit non, c'est chaudronnerie, mais le pire, c'est que j'ai encore plus explosé mes notes quand je suis arrivé là-dedans. J'ai eu des excellentes notes. À l'atelier, je m'en sortais très bien. Des constructions, dessins industriels. Franchement, je m'en suis très bien sorti. Et en fait, je pense aussi, les jeunes, quand ils se découvrent par un métier, c'est là qu'ils explosent. Combien t'as de jeunes qui n'étaient pas bons au collège, ils arrivent en bac pro, ils explosent tout. Parce que c'est leur voie, quoi. C'est ça, parce qu'ils se trouvent, en fait. Et tu vois, moi qui n'étais pas un grand matheux, j'ai explosé les scores en dessin industriel et en géométrie. Donc comme quoi, tu vois, il n'y a pas de... En fait, une fois que tu t'es trouvé, quelque part, tu excelles. D'accord, C'est évident. mais reviens sur ce point qui est, je pense, intéressant. Donc tu as en fait des gens bienveillants de l'éducation nationale qui sont là et qui s'inquiètent en te disant non, là, tu fais vraiment un mauvais choix. Ouais. C'est-à-dire que, sincèrement, ce sont des gens qui sont convaincus que les filières pro sont des voies de garage. C'est ça que tu es en train de dire? Oui, je pense qu'on a même, peut-être pas institutionnalisé, mais pas loin, cette idée que oui, c'est la voie de garage. Je pense que dans l'imaginaire collectif, on est rentré vraiment dans cette idée-là. C'est-à-dire que si tu passes par chaudronnerie, c'est que tu étais un mauvais élève. Okay. Bon, aujourd'hui, j'ai un bac plus 5. Alors que j'ai commencé par un bac pro. Et tu vas en école de commerce, pour beaucoup, ils ont tous des bacs généraux. Alors que moi, je suis passé par la filière pro, j'ai passé les mêmes diplômes qu'eux. Je pense que je devais être un des rares en école de commerce
à être passé par un bac pro. Mais en fait, ça m'a apporté une richesse monstrueuse. Parce que oui, j'avais le même diplôme de commerce, de management ou de finance que les autres. Mais quand je parlais de ce qui se passait dans les ateliers, parce que j'ai toujours voulu garder en fait cette proximité avec la filière métallurgie, je connaissais aussi les métiers techniques. Et ce double en fait, ce double appareillage, mais il est hyper puissant en fait. Il donne une puissance énorme. Et puis en plus, on le sait très bien, maintenant tu peux commencer par un CAP de tourneur-fraiseur et finir ingénieur. C'est-à-dire que maintenant, on permet aussi par la voie professionnelle, par les métiers techniques, de pouvoir faire aussi des études longues. Bah, comme en Allemagne finalement, parce que l'essentiel des ingénieurs allemands, ils n'ont pas fait des bacs plus je sais pas quoi. Ils sont passés par ces filières-là, c'est très codifié, c'est très bien organisé là-bas. Et donc on est en train, nous, de mettre en place ça, ce qui est finalement une bonne chose. Ouais, mais ils ont fait quelque chose qu'on pourrait aussi imaginer, c'est qu'ils ont institutionnalisé l'apprentissage. Oui, mais c'est ça, c'est par l'apprentissage. Par l'apprentissage, ouais. parce qu'en fait, le truc, c'est ça aussi. Quand tu regardes, je crois qu'ils ont 500 000 apprentis, un truc comme ça. Enfin, c'est énorme. En fait, tout est on a 4 fois moins, nous. Ouais. On a 3-4 fois moins. Oui, puis tu commences à avoir des gens qui disent ça coûte trop cher, faut arrêter. Mais c'est vrai, ça marche. Donc ça coûte cher. Ben oui. Mais normalement, il y a un retour sur investissement, c'est-à-dire qu'il y a moins de chômage après. Donc c'est de l'investissement. Ouais. C'est plus de la dépense. Oui, mais là, on a des logiques comptables parfois un petit peu étranges. Un peu tableur Excel. Ouais. Ouais. Ok. Et alors, est-ce que tu peux détailler un peu le pourquoi ça t'a plu ? Parce que tu dis, je rentre en stage de découverte, j'en sors en me disant, je veux faire ça. Pourquoi ? J'aime bien ce slogan de l'IUMM qui dit « Fabrique ton avenir ». Parce qu'au moment où je suis rentré dans cet atelier de chaudronnerie, j'ai vraiment cette impression-là. C'est-à-dire que tu pars d'une feuille de tôle qui est à plat. Ouais. Pour faire simple, on fait le développé, c'est-à-dire le patron, comme si tu faisais une cocotte, pour ceux qui étaient à l'école. D'accord, donc un patron, c'est des dessins. Ouais, des dessins que tu découpes cette pièce, tu la plies, tu la roules, et en 3 jours, tu passes d'une feuille de tôle à quelque chose de physiquement... un produit. Un produit. Ouais. Et puis des pièces extraordinaires, quoi. Enfin, j'ai travaillé sur des pièces, elles font 10 tonnes. Enfin, tu vas sur les chantiers navals, un bateau, c'est 89 blocs de 3000 tonnes. Je sais pas si on se rend compte de la chose, quoi. C'est un immeuble, le truc. Et tout ça en partant d'une feuille de tôle. Même pire, si on va plus loin, du minerai, quoi. C'était dans la terre il y a 6 mois, quoi. Extraire dans les mines. Mais complètement. Ouais. Et en fait, tu as vraiment cet élan que tu participes en fait à l'avenir. Et que tu construis quelque chose, quoi. Il y a vraiment cette sensation de... La personne qui a cette intelligence des mains, au moment où elle rencontre un métier manuel, elle comprend ce que je suis incapable de dire tout de suite, en fait. C'est-à-dire que tu touches la matière, il y a quelque chose, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Là aussi, je pense que les tableurs Excel et les gammes de fabrication, elles ne peuvent pas l'expliquer. Il se passe quelque chose. Et pour beaucoup de jeunes... C'est quasiment émotionnel, quoi. Bien sûr. Ouais. J'en suis sûr. C'est ce qui manque aussi dans l'orientation qu'on propose. En fait, tu vas tomber amoureux de quelqu'un, ton métier, avec qui tu vas rester en couple pendant 42 ans. Pendant tes 42 annuités. Bon, peut-être un peu plus, si j'ai bien compris. Peut-être un peu plus. Ouais. Mais tu vas épouser un métier pendant tes 40 prochaines années. Donc évidemment qu'il va se passer quelque chose. Et c'est même ce que j'exprime dans le livre, c'est qu'à un moment, ton métier devient aussi une part intrinsèque de toi-même. Quand tu te présentes en société, tu dis « Bonjour, Benjamin Chalut », première question qui arrive, bam, tu fais quoi dans la vie ? Ça fait partie de ta carte d'identité, quoi. Alors, il y en a plein qui me disent « Ouais, mais c'est pas cool de ramener les gens à leur profession. » Mais je pratique ce métier 8 heures par jour. Quelque part, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon quotidien. Évidemment que je me considère plus juste Benjamin Chalut à ce moment-là. Je me considère aussi chaudronnier ou peu importe le métier que tu fais. Un gars qui est avocat, il se sent avocat le soir quand il rentre chez lui. Oui, et puis tu as autre chose. Et je pense que ceux qui essayent de distancier, de mettre un mur de Berlin entre la vie pro et la vie perso, ils passent à côté de quelque chose. C'est que l'être humain est un animal social. Et dans la société, on a besoin de savoir à quoi on sert. On a un sentiment, un besoin d'utilité qui a été exprimé par beaucoup de philosophes, beaucoup d'études. Alors maintenant, on a les neurosciences, donc
Extraordinaire. Donc c'est extraordinaire. Maintenant, c'est plus des théories qui sortent de l'observation. On les rationalise. Exactement, c'est la science qui te l'explique. Mais en tout cas, ils disent tous la même chose. C'est marrant d'ailleurs de voir qu'un philosophe qui pensait un truc il y a 2000 ans, c'est confirmé par des études scientifiques très récentes. Donc c'est marrant. Et ça parle de ça. C'est-à-dire que on se définit aussi par ce qu'on fait et par ce qu'on est. Alors d'où d'ailleurs toutes les histoires d'obtenir un statut, parce que mon statut, ça veut dire que j'existe aux yeux des autres comme comme quelqu'un qui fait ceci. Donc, on peut dire que c'est idiot, mais ça fait partie de nous. Ben c'est même pire. Je pense que 80%, allez, je te sors un chiffre comme ça, mais une majorité des jeunes qui rentrent en études de droit, après être passés par le bac général, qui pour moi est la nouvelle voie de garage. C'est un peu clivant de dire ça. Tu vas développer ça m'intéresse. Ouais, mais 80% des jeunes qui rentrent dans la filière droit, je suis pas sûr qu'aujourd'hui ils aient ils le font parce qu'ils vont gagner un statut social. Tu vois ? Alors tu as aussi beaucoup de gens qui ne veulent pas se fermer de porte parce qu'ils n'ont pas encore de conviction. Aussi, oui. Alors, droit, oui, beaucoup école de commerce, c'est-à-dire des gens qui y vont en disant bon, je sais pas trop, mais je verrai bien. Bon, ingénieur un peu moins parce que il faut quand même avoir une. Enfin, c'est plus j'aime les maths ou j'aime pas les maths, c'est plus ça la question, plutôt que j'arrive à me projeter. Moi, je pense que c'est intéressant dans ce que tu as dit. Il y a effectivement un besoin plus fort probablement de la part des futurs étudiants de sentir quand ils sont gamins de découvrir vraiment des métiers. Ouais, complètement. Ça, c'est sûr. J'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'a donné vraiment ce qu'on appelle la valeur travail. Alors, je n'aime pas ce terme parce qu'il est hyper galvaudé intellectuellement. Qui t'a expliqué que travailler, c'était important. Que c'est important, en fait. Ouais. Et moi, j'ai écouté cette phrase quand j'étais gamin, la seule manière de s'enrichir, c'est de travailler. J'ai écouté ça. Voilà. Et mon père, c'est un bosseur de fou. Mais franchement, c'est des héros, en fait. Tu vois. Des gars comme ça, il y en a tous les jours. Quoi. Je t'ai dit, mécanicien auto, il s'est pété les épaules et tout au boulot. Enfin, voilà, c'est vraiment c'est des gens, en plus, qui sont passionnés. C'est des amoureux de leur métier. Et il m'a donné ça. Et en fait, quand je suis arrivé dans cette boîte de chaudronnerie, rien que le fait de participer au collectif, on me donnait les tâches les moins valorisantes, en fait, forcément. Tu commences. Voilà. Alors, il y a un truc aussi. On interdit les stagiaires de toucher le moindre truc. Et moi, je suis assez en phase avec un gars qui m'a dit, il m'a dit, mais quand tu veux que je lui donne envie Tu veux dire, ça, c'est quoi? C'est l'éducation nationale qui dit, t'y vas, mais t'as pas le droit de toucher une meuleuse, t'as pas le droit de... Bon, je comprends, mais il y a des trucs quand même... Il n'y a pas que la sécurité, il y a aussi l'apprentissage, quoi. En fait, c'est un moment, comment tu veux donner envie à un jeune de faire de la boulangerie, il n'a pas le droit de toucher du pain, quoi. C'est peut-être la déformation théorique. Ouais, vous la regardez, mais vous la touchez pas. Voilà, prends goût à la pâtisserie, mais surtout tu la touches pas. Quoi. Ouais. Je dis pas qu'il faut qu'il fasse des tâches hyper dangereuses, machin, etc. Mais il y a des petites tâches sympas. Et tu vois, moi à l'époque, on m'a permis de faire ces petites tâches sympas, qui sont pas super valorisantes pour un mec qui a 25 ans de boîte, mais pour un gamin qui a 15 ans, qui se sent participer à quelque chose. Ouais. Le regard, il est différent. Et puis c'est concret en fait, aussi. Parce que nous, on reçoit beaucoup, notamment sur notre média Les Déviations, qui évoque beaucoup le rapport au travail. On reçoit beaucoup de professions, on va dire bac plus 5, des trucs qui sont très intellectuels, très théoriques. On fait beaucoup de réunions avec des gens qui se disent, sincèrement, j'ai l'impression d'être épuisé. Parce que je suis en perte de sens totale. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que je produis, à quoi je sers. J'imagine que c'est complètement absent comme sentiment. Ouais, et puis tu vois, je t'ai dit, moi j'ai monté ma boîte de conseil. Bon, on y reviendra peut-être plus tard, mais à un moment, en fait, j'ai pas cette sensation. Parce que oui, je donne du conseil, mais en fait, je suis tellement attaché. En fait, j'aime pas dire je suis ancien chaudronnier parce que déjà c'est pas vrai. Je dis je suis chaudronnier de métier parce que ça t'accompagne toute ta vie en fait, ces moments-là en fait. Donc quand j'ai accompagné une entreprise, j'ai peut-être pas la pertinence d'un gars qui a fait justement un bac plus 5 et que ça fait 25 ans qu'il est dans la comptabilité, tu vois. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en termes d'énergie ou en termes de vision en fait de l'entreprise, j'ai commencé on va dire entre guillemets en bas, quoi, tu vois. Par les métiers techniques. Donc quand j'arrive dans un atelier, le gars me dit on a un problème à l'ébaburage et tout, je suis pas en train de lui dire c'est quoi l'ébaburage en fait.
Je dis, ok, bah dis-moi où est-ce que c'est. Ah ouais, bah, tu vois. Donc c'est concret, même après, en fait. Tu vois, quand je te disais, tu peux évoluer aussi en passant par ces métiers, même sur du bac+5, ça restera concret toute ta vie. Voilà. Ouais, tu as un rapport au travail qui est pas le même. Dans les entreprises, les anciens qui ont commencé par les ateliers, il n'a même pas besoin de te le dire. Quand tu es en réunion, tu sais que voilà, le gars, il parle avec les N-2, etc. Il n'y a pas de souci, il comprend. Il percute. Et tu en vois d'ailleurs beaucoup des gens qui, effectivement, sont montés dans les organisations et qui sont passés par l'atelier, il y a un plafond de verre ou pas? Il y a eu, en fait, je pense qu'il y a deux mondes en fait, qui cohabitent dans les entreprises. Après, c'est mon avis. Hein. Mais tu as les anciens qui ont un certain âge et qui, pour beaucoup, sont passés par les ateliers, qui ont pris, entre guillemets, ce qu'on appelle l'ascenseur social. Là aussi, j'aime pas parce que ça sous-entendrait que quand tu es au rez-de-chaussée, en fait, tu es à la classe sociale. Voilà, donc, tu vois, on a déjà, dans la sémantique, on a déjà posé les bases de l'institution voie de garage, quoi, du début à la fin. Quoi. Mais non, il y a cette idée en fait, d'évolution sociale. Et en fait, tu as beaucoup d'anciens qui sont passés par les ateliers et qui ont monté, en fait. Et sur ma génération, c'est moins le cas. C'est moins le cas, enfin, moi, je trouve. Pourquoi? Parce que, en fait, on a hyper institutionnalisé aussi le diplôme. C'est-à-dire que tu avais des mecs à l'époque qui commençaient avec un CAP de tourneur-fraiseur, ils finissaient directeur industriel. Tu vois, aujourd'hui, non, il faut avoir un. Tu me disais pourquoi tu as repris les études. J'ai pris le plafond de verre en fait. Ouais. Tu es chaudronnier, t'as un bac plus 0, tu n'iras pas plus loin. Ouais, donc, Ou on te fait comprendre, reprends tes études. Ouais, donc en fait, il faut que tu ailles faire valider à l'université le fait que tu aies acquis quelque chose. Alors, d'un autre côté, tu vois, comme je dis, quand j'ai repris mes études, j'ai appris tellement de compétences que je ne connaissais pas, tu vois. Que même si j'étais monté, peut-être j'aurais pas eu, en fait. Faut pas tout critiquer, mais l'école de commerce m'a offert certaines choses. Mais en entreprise, tu as quand même si tu n'as pas le bac plus 2, si tu n'as pas le bac plus 3, si tu n'as pas le bac plus 5, et tu as un bac plus 3, mais si tu n'as pas le bac plus 5, et ben dans ton avenir, tu vas être bloqué parce qu'il faut avoir un bac plus 5 pour prétendre à tel poste, etc. etc., etc. Et les anciens, ils n'avaient pas ça. Et tu arrives avec un phénomène en plus qui est très critiqué. Et là, pareil, on va entrer un peu dans le client, mais en entreprise, tu écoutes souvent les anciens qui disent « Ouais, c'est bon, ils ont 25 ans, ils sortent des études et ils ont les gros postes, quoi. » Parce qu'ils sont passés par l'école de commerce, un master, un bac plus 2. Et on dit « Ouais, mais il pipe rien quand je lui parle. » Tu vois, parce qu'en fait, on a mis en avant, justement, non pas sa capacité à intégrer un métier, à comprendre une situation d'entreprise, quoi. Et puis de s'imprégner d'une filière, quoi. Moi, je te dis, je me suis spécialisé sur la métallurgie. Tu me demandes d'aller conseiller une entreprise agroalimentaire, j'ai pas cette prétention, quoi. Faut être un peu d'humilité aussi, quoi. Quand j'ai dit je fais du conseil, déjà 29 ans, t'arrives, tu dis tu fais du conseil, les gars ils se regardent comme ça. Mais en plus, si tu arrives dans un domaine que tu connais pas, c'est n'importe quoi, quoi. Donc il faut s'imprégner aussi de la nature de ta filière. Il faut la vivre au quotidien. Il faut que ça fasse partie de toi. Quand tu sors d'un bac plus 5 et que tu as fait bac général, 5 ans d'études en commerce et tu sors des études et tu arrives dans une entreprise dont tu connais absolument rien, c'est chaud, quoi. Et puis c'est de plus en plus dur, hein, je peux te dire en ce moment. De plus en plus dur de trouver des stages, c'est de plus en plus dur de trouver un poste de junior. Donc c'est vrai qu'on a créé des filières entières d'éducation qui sont passionnantes, hein, mais en fait avec un débouché professionnel. Ouais, mais c'est la tertiarisation. Ouais, ou l'intellectualisation du truc. Oui, mais c'est venu ensemble en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, tu dis, on va arrêter les usines, c'est sale, hein, une direction la Chine. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ah, mais il faut que tout le monde aille au bac plus 5. Et en fait, mécaniquement, les métiers qui vont vers du bac plus 5, c'est des métiers entre guillemets intellectuels. Ça, tu vois, encore une fois, la sémantique, tu vois, elle a bien rentré dans notre système intellectuel. Ça veut dire que tu vas bosser en bureau. Okay, donc ça veut dire que le gars qui est chaudronnier ou qui est boulanger, excuse-moi, mais il est con, quoi. Voilà, c'est pas des intellectuels, tu vois. Donc on a créé vraiment une sémantique autour de ça. Et oui, du moment que tu dis à un moment tout le monde doit aller en bac plus 5, tu connais un peu mon avis sur mon bac plus 5 en chaudronnerie, mais t'as pas de bac plus 5 manuel. Donc mécaniquement, en fait, tu vas envoyer des gens dans les bureaux.
Donc en fait, rien que l'effet même de dire à un moment désindustrialise, on fait plus primaire, secondaire, putain, on s'en occupe plus, c'est plus pour nous, c'est trop sale pour nous. Bah, logiquement, tu tertiarises ton économie et mécaniquement, tu vas remplir des facs de bacs sociaux. Alors sachant que quand on dit des emplois tertiaires, là tu parles des emplois d'encadrement, tu parles des emplois de management, etc. Il y a la nuée de postes peu qualifiés aussi dans les services qui n'ont pas de bac plus 5, qui font et qui, pour le coup, à la différence de l'industrie où il y a quand même, tu parlais d'ascenseur social, où il y a quand même une possibilité en tout cas d'évolution qui est fléchée, avec des carrières qui commencent à la base et qui peuvent monter jusqu'au sommet. C'est beaucoup moins le cas dans les services. Donc la tertiarisation, c'est pas que du bac plus 5. Tout à fait. Ouais. Et alors toi, ce que tu as pu constater, parce que tu me parlais de taux d'évaporation en préparant l'entretien, je reprends un peu le fil de ton histoire, tu arrives dans cette entreprise, ça te plaît, tu apprends des choses, tu fréquentes des gens qui sont d'une autre génération, qui ont de l'expérience, qui ont vu les choses, et tu me dis quand même, à la fin, alors je ne sais plus quelles sont les stats, mais je crois que c'est plus de la moitié. Il faudrait demander à Olivier Luandi, il sort souvent le chiffre, je crois. Ouais, c'est plus de 50%. C'est ça, d'évaporation. Bon, et c'est pareil d'ailleurs dans toutes les formations pro, notamment l'immobilier, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on forme des gamins pendant plusieurs années à un métier technique dont on a besoin, dont l'économie a besoin. Et il y a à peu près 50% de ces diplômés-là qui vont travailler ailleurs. Et du coup, on n'arrive pas à recruter. Je peux te l'expliquer. Vas-y. Tu as 15 ans, 16 ans, 17 ans, tu es en train de faire ton bac pro chaudronnerie. On t'envoie dans une entreprise. On va aller sur un sujet qui fâche. Donc il faut que tout le monde soit bien accroché à son... On est tous assis. C'est bon, tout va bien. On a pris un café. Donc tu vas dans un atelier et mécaniquement, on va te mettre avec un ancien qui a 45 ans qui va t'apprendre le métier. Tu sais, tu as toujours un peu, et à juste titre pour certains, mais tu as un peu les grilles de l'atelier, quoi. Souvent, c'est ces anciens qui ont 25 ans de bouteille. Et le gars, il va te dire, non, gars, je vais t'expliquer, gamin. Arrête le métier, parce que je vais t'expliquer, moi, la réalité. J'ai 25 ans de bouteille, je gagne 1600 € par mois depuis 25 ans, et t'as vu dans l'état où je suis. Bon, il faudrait peut-être qu'il arrête de fumer aussi, peut-être qu'il aurait les poumons, c'est pas que la souillure, tu vois, mais tu as cette réalité. C'est-à-dire, à un moment, et t'as le jeune, et je te jure, c'est vrai, quand on arrivait en fin de bac pro, on se demandait, ouais, tu fais quoi toi après, etc. Est-ce que tu continues sur du BTS? Est-ce que tu arrêtes? Soit t'as les gars qui disaient, je pars sur du BTS parce que je sors de l'atelier et je vais dans les bureaux. Tu vois, mécaniquement, ils ont bien imprégné, tu vois. Ou tu as les gars qui te disent, non mais moi je vais pas là-dedans. Je vais pas faire ça toute ma vie. Tu vois. Ça, c'est un mot que tu écoutes tous les jours. Enfin, une phrase que tu écoutes tous les jours. Oui, mais pourtant, quand on regarde les statistiques, quand on regarde tout ça, d'abord, c'est des métiers qui sont évolutifs. Donc ça veut dire que le type dont tu dis qu'il était grille de service, machin, ça veut dire que lui, il n'a pas pris l'ascenseur social, il est resté... Bon, on oublie quelque chose, Laurent, c'est que la majorité de nos industries, c'est des PME. Ouais. Tout le monde ne travaille pas chez Airbus, tout le monde ne travaille pas chez Safran, qui sont des boîtes magnifiques. Ouais, Safran, c'est une pépite qu'on ne met pas assez en avant. Mais tout le monde ne travaille pas dans ces entreprises. Le gros de la part des industriels, c'est de la petite PME de 15, 10, 20 personnes. Et l'ascenseur social, s'il ne passe pas par une montée en grade, ce qui ne peut pas forcément être le cas dans ces PME, il passe par le salaire. L'école de commerce, elle m'a appris quelque chose qu'on oublie très, très souvent, c'est cette fameuse pyramide de Maslow. C'est-à-dire, tu sais, c'est des grands discours managériaux en ce moment. Oui, mais il faut qu'il y ait un sentiment d'appartenance, le corporate, le management bienveillant et tout. Ça prend pas. Donc, ça tend à évoluer. Non, mais c'est pire que ça. Enfin, pire que ça, pardon. C'est pas exactement ça. Oui, ça évolue. Et quand tu regardes sur des échantillons larges, les statistiques qu'on a, qui sont mesurées, tu parlais d'Olivier Luandi, il l'expliquera très bien, tu as quand même un écart en moyenne de 20-30%, je vais dire à qualification égale, entre le service
et l'industrie. Donc effectivement, il y a des gens qui évoluent peu, mais en moyenne, ça évolue quand même mieux dans l'industrie qu'ailleurs. Ouais, ça évolue mieux, mais par exemple, tu vois le site de l'ONICEP. Alors, ne me demande pas exactement ce que ça veut dire, l'organisme. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, s'il te plaît? Et tu vois, c'est le site où tu as toutes les fiches, c'est pour l'orientation des jeunes, et dessus, tu as toutes les fiches métiers. Et tu sais, dessus, tu avais les salaires. Et tous les jeunes, quand ils cherchent un métier, ils vont là-dessus. Je me rappelle, on était tous en troisième, alors aller sur l'ONICEP, le premier truc qu'ils regardaient, c'était pas le niveau de qualification, c'est le chiffre, combien c'était. Et tu vois, je regardais, et chaudronnier, je dis peut-être une bêtise, mais c'était à 2000, 2005, enfin les chiffres, ils étaient extraordinaires, quoi. Bon, là, ils les ont remis en fait au réel, quoi. Je pense que si tu regardes Soudeur aujourd'hui, tu dois être aux alentours des 1600 €, quoi. Donc, tu étais un peu plus proche du réel. Et en fait, ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu as une situation qui est compliquée, maman, elle ne gagne pas forcément beaucoup, de l'autre côté, papa non plus, et ben, le foyer, c'est compliqué. Moi, j'ai vu mes parents galérer pour des fois, c'était chaud, quoi. Et après, tu leur dis, ouais, mais sentiment d'appartenance, machin. Il galère à remplir son frigo, tu lui parles d'appartenance, de corporité. Reprenez la pyramide de Maslow, quoi. Commencez par la base. Et loger, manger, dormir, et vivre, quoi. Après la sécurité, et quand j'ai la sécurité, j'arrive justement à l'appartenance. Et nous, on veut qu'ils montent tout de suite en fait au niveau le plus haut, alors que déjà la base, elle est je dis pas forcément qu'elle n'est pas assouvie, enfin qu'elle n'est pas assurée, quoi. Qu'elle n'est pas assurée, ouais. Mais elle est quand même fragile. Donc, évidemment que... Bon, après, elle est quand même moins fragile, parce que je reprends ton argumentaire, qui est de dire, bon, attendez, les amis, vous nous demandez, vous vous posez la question, pourquoi est-ce qu'il y a de l'évaporation? C'est normal, parce que, globalement, il y a quand même un certain nombre de personnes qui restent mal payées, malgré de l'ancienneté, etc. Et donc, ça ne fait pas rêver. Ok, mais alors, les gamins, quand ils arrivent et qu'ils choisissent autre chose, ils sont souvent déçus. Parce qu'ils arrivent en disant, moi, je ne veux pas être comme Jean-Michel, parce que Jean-Michel, il ne m'inspire pas, là, j'ai pas envie dans 30 ans de lui ressembler. D'un autre côté, ils vont ailleurs, parfois dans le service, ou les évolutions salariales, parce que Jean-Michel, il n'a pas beaucoup évolué, ok. Mais il y a plein d'autres Jean-Michel qui ont, eux, évolué, et en moyenne, on évolue mieux dans l'industrie. Et ça, ce que tu me dis, c'est que c'est pas du tout compris quand on est dans ces... C'est pareil, Laurent, quand tu as une PME, que tu as patron, responsable d'atelier, et tu as 15 bonhommes en dessous. Ouais. C'est quoi ton évolution? C'est d'aller trouver une autre entreprise. Et t'as beaucoup, moi j'avais des gars qui étaient chaudronniers, qui rentraient après dans des très grosses structures, justement parce qu'ils avaient les compétences et qu'à un moment, le plafond de verre, si t'as Jean-Michel qui est chef d'atelier, le gars, c'est vrai, c'est une réalité, qui a 45 ans, ils se disent, oula, attends, il part à la retraite quand lui? Je vais aller chercher mon avenir ailleurs, quoi. Voilà, et puis Mais est-ce que ça, c'est pas un schéma de carrière, finalement? Oui, c'est un schéma de carrière, mais en fait, comme en France, on a de la très très grosse entreprise et de la tout petite, et qu'on n'a pas le modèle en fait allemand dont tu parlais tout à l'heure. C'est normal, on n'aime pas les riches, alors on veut les taxer, comme ça ils sont obligés de vendre leur ETI. Voilà, donc à la fin il manque des boîtes au milieu. Voilà, mais tu vois le Mittelstand dont on parle allemand, de la boîte de 200, 250 salariés. Les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Ouais, c'est ça, l'ETI, cette fameuse ETI. On en manque... il faudrait qu'on en ait le double. Ouais, parce qu'en fait le problème c'est que tu as de la toute petite entreprise de PME avec des patrons qui disent mais attends, mais moi je peux pas faire évoluer les gars, on a 15 personnes, c'est compliqué, c'est dur. Puis là je suis pas en train d'incriminer les patrons non plus en disant hey, ils payent mal, je sais pas ce discours. C'est juste pour expliquer une réalité. Ça veut pas dire qu'après ils ont pas des complications. Tu parles avec les chefs d'entreprise, ils vont te dire mais j'aimerais les payer une fortune. Je ne peux pas payer plus. Voilà, donc je ne veux pas rentrer dans le discours économique. Alors justement, moi je vais rentrer un peu dans le... Tu dis je ne veux pas rentrer dans l'économie. C'est important que les gens comprennent. Tu dis il y a des petites entreprises. Ces petites entreprises, elles ont du mal à faire évoluer leur personnel. Donc en fait, l'horizon d'évolution pour quelqu'un qui commence à la base, comme ça a été ton cas, finalement il est bouché. C'est ça que tu dis. Donc ensuite, la seule façon de garder les gens, normalement, c'est de faire évoluer en fonction de l'augmentation de leur savoir-faire,
d'augmenter les salaires. Et là, on tombe sur des problèmes fondamentaux en France. Je vais en citer 2, parce que ce n'est pas forcément l'objectif, mais numéro 1, et ça tu pourras peut-être en parler, il y a quand même une énorme différence entre ce qu'un salarié coûte à l'entreprise et ce qu'il perçoit. Et deuxièmement, avant de payer les salaires en France, on doit payer des impôts de production, mettre à jour en permanence son outil de production parce qu'il y a des normes qui nous tombent dessus, qui sont... Ça part d'un bon sentiment, hein, la sécurité, l'environnement, plein de choses. Mais à la fin, il y en a tellement qu'il y a une partie significative de, j'allais dire, du résultat de l'entreprise qui part là-dedans. Tout ce qui part dans, on va dire, la mise à jour normative, elle va ni dans l'investissement avec des outils qui permettent la productivité, ni dans les salaires. Donc, tout à fait. Je ne sais pas ce que tu en penses de ces 2 points, mais... J'avais dit que je ne rentrais pas dans ces sujets, mais je vais y rentrer. Ah, voilà. Non, mais il y a plein de choses. Effectivement, ce que coûte, et les salariés l'ont très bien compris, parce qu'il y a beaucoup de patrons qui font de la pédagogie là-dessus, qui disent, voilà, moi j'aimerais te payer plus, mais tu as vu que ça me coûterait de plus de te payer avec un meilleur salaire. Le côté normatif est quand même... Ça, tu l'as vécu, ça ? Un boulet. Le côté normatif, non, pas en tant que salarié, tu t'en rends pas compte. Mais regarde, tu prends un chiffre côté forge-fonderie, à cause des quotas carbone européens, le prix, si je me rappelle bien, c'est sur un lingot, enfin il faudrait revoir en fait les chiffres de la forge-fonderie, mais l'acier il va prendre 15%. Un lingot d'acier. Ouais, il va prendre 15%. Simplement parce que quota carbone. Quota carbone. Quota carbone qui ne sont pas payés, naturellement, par ceux qui font fabriquer en Chine. Ouais. Ou... Alors là, bon, tu sais que je suis en train de travailler sur un autre ouvrage, la métallurgie et dépendance, sur lequel je travaille justement sur ces sujets-là, qui sera beaucoup moins philosophique et un peu plus terre à terre sur ces sujets. Mais oui, on marche sur la tête sur l'aspect normatif. Hein. Mais le Green Deal, c'est monté de tout de travers ce truc. Hein. On crée des normes donc écologiques. On se rend compte que derrière ces normes écologiques, les autres pays ne l'ont pas. Donc ils ont un avantage concurrentiel sur notre propre marché. Derrière, on va mettre en place des systèmes de barrières aux frontières. Les frontières redeviennent mécaniquement une solution. Je laisse... Pourquoi pas ? Voilà. Hein, pendant longtemps, on a dit qu'il fallait... surtout pas. Et puis là... Bon, et de l'autre côté, donc tu mets des barrières aux frontières, et en fait, tu te rends compte que sans rentrer dans le détail, parce que ça serait long, mais ces deuxièmes dispositifs deviennent également un frein pour les industries de l'intérieur. C'est-à-dire, les clients étrangers, qu'est-ce qu'ils ont comme intérêt de venir faire de l'acier en France, quoi. Parce qu'en fait, on est blindé de normes, et même s'ils ne le font pas faire en France, s'ils l'achètent en France, dans tous les cas, ils se prennent les quotas carbone dans tous les cas, avec plus 15% dans les 10 prochaines années. Enfin, on marche sur la tête. Voilà, et ça, du coup, il y a un impact direct dans ce que tu racontes. Mais sur les salaires également, parce que tu comprimes les marges. Et puis, alors, il y a un sujet aussi qui fait un peu froid dans le dos, qui est un peu clivant, mais j'ai des patrons chez qui j'ai travaillé, avec qui je m'entendais super bien. Ils disaient, mais Benjamin, on se fait assassiner par les clients. Parce qu'en fait, tu crées des toutes petites structures de 10-15 personnes qui vont sous-traiter des mastodontes qui ont 10 000 salariés. Et il me disait tout ça, mais tu te rends compte, là, on est sur une pièce, là, on nous a fait un appel d'offres privé, on est 10 concurrents dessus, des entreprises qui ont 10-15 personnes, et on se fait exploser, quoi. Les acheteurs, ils sont sans pitié, quoi. Donc tu comprimes aussi les marges des petites PME, et mécaniquement, les salaires aussi, ils évoluent pas en fait sur les PME. Voilà. Donc en fait, bien sûr, il y a tous ces sujets économiques qui sont derrière. Et c'est vraiment un environnement général en fait qui est pas bon. C'est-à-dire aussi, comme tu l'as dit, en fait, le fait de ne pas avoir assez d'ETI, donc d'entreprises intermédiaires sur ta chaîne de valeur, ça va du petit sous-traitant de la très très grosse entreprise. Donc tu n'as pas d'évolutivité en fait, si tu veux, de notre système économique industriel. En plus, il est fragile. Et en plus, voilà, tu rajoutes derrière toutes les problématiques de normes. Tu es au top, quoi. Parce qu'en fait, cette problématique, elle est globale. De toute façon,
La différence qu'il y a entre ce que tu coûtes, c'est-à-dire le super brut et le net, c'est pareil dans tous les pays. Je veux dire. Non, pas justement. Pardon, c'est spécifique à la France. En tout cas, c'est en France qu'il y a de plus de différence par rapport à nos collègues européens. Parce que je crois qu'on est à 25% de différence en Espagne, 20 ou 25, je ne sais pas, je crois que c'est 25 en Allemagne. Nous, on est à 48 ou 49% d'écart. On perd 48%, donc c'est énorme. Tu te rends compte du niveau de résilience de nos industriels ? Je parle de... Pareil, je déteste là, ce côté col blanc, col bleu. Enfin, je parle de manière générale. Là. Nos industriels, je parle du petit chaudronnier jusqu'à la tête pensante du système industriel. Là. Mais c'est le niveau de résilience, quoi. On arrive à sortir encore de la marge dans un système qui est étouffant. Alors, je te rassure, il y en a de moins en moins qui sortent de la marge. Je m'attendais à ce que tu me la sortes. Oui, c'est que non, la marge, elle diminue, parce que à chaque fois que tu as un mec qui a une idée pour, tiens, si on passait en congé paternité plus loin et tout, derrière, c'est des charges, c'est des machins. Après, et c'est Jean-Michel qui évolue pas. Hein. Après, je connais pas le sujet américain, etc. Je parlais avec un chef d'entreprise, je crois des FFI en plus, et qui me disait, en fait, en France, c'est extraordinaire ce qu'on fait. Tu prends une entreprise, des gens avec la mentalité de certains pays étrangers qui viennent en France, dans 6 mois, ils ont coulé. Parce qu'ils ne sont pas habitués, en fait, à... on a l'habitude, quand même, de se faire taper dessus par un certain nombre d'administrations depuis longtemps, donc on est résilient. Et ça, c'est quelque chose, parce que tu es devenu chef d'entreprise, tu as créé ton officine, très bien. Mais autour de toi, il y avait... T'avais une conscience entrepreneuriale, t'avais parce que ce que tu racontes là, en train de dire, voilà, il faudrait quand même un petit peu lâcher, permettre aux chefs d'entreprise de récupérer un peu d'air avec toutes ces normes, ces machins, pour investir, gagner en compétitivité, et quand t'es plus compétitif, tu peux mieux payer les gens. Et si tu me permets, là, c'est intéressant ce que tu dis, dans le sens où, des fois on dit, si on libère un peu l'économie, ça va aller directement dans l'impôt des patrons. Tu parles avec tous les patrons, le premier truc qu'ils disent, c'est vous me libérez de la marge, je donne plus de salaire. Parce qu'ils en ont marre en fait que leurs gars ils partent toutes les 4 matins. Ils veulent sécuriser en fait entre guillemets leur main d'œuvre. Tu vois. Donc le premier truc qu'ils vont faire surtout pour beaucoup de PME, c'est justement les augmentations de salaire. À condition que quand tu donnes 1 euro de plus, ça te coûte pas 2. Oui, c'est pour ça, je te dis, si tu libères, en fait, si tu sortes cet étouffoir, c'est mécaniquement, voilà. Alors tu disais, est-ce que j'ai eu déjà cet esprit, moi je viens d'une famille où j'ai des chefs d'entreprise, mon père maintenant, il a racheté le garage dans lequel il a travaillé pendant des années. Donc c'est possible ? C'est tout à fait possible. Voilà. Mais heureusement que tu deviens vite un adulte, comme je te disais tout à l'heure, en pratiquant ces métiers. Bonjour, j'appelle une boîte d'intérim sur Saint-Nazaire. Bonjour, j'ai mes qualifications, tu envoies ton CV. Est-ce que vous avez un emploi pour moi ? Le mec, il a même pas dit attends, je te rappelle, je te dis, il me dit, vous faites quoi dans la vie ? Je suis soudeur. Vous venez tout de suite, s'il vous plaît. Vous avez besoin d'aide pour trouver un logement ? Ouais, potentiellement. Oui, on va vous aider, vous inquiétez pas. Enfin, voilà. Et donc c'est marrant parce que c'est un peu paradoxal. D'un côté, tu dis, mais on a du mal à gagner plus, etc. De l'autre côté, c'est tout le monde te veut, t'aide. Mais d'un autre côté, comme je te dis, tout le monde me voulait, mais j'étais à 11,20 € de l'heure. Tu vois, pendant un moment, oui, j'ai fait comme tous les jeunes, c'est-à-dire à un moment, j'ai vu l'herbe plus verte ailleurs, j'ai dit oui, et tout, je vais passer là-dedans. Après, j'ai mûri, j'ai dit, faute de ne pas gagner plus de 12 € de l'heure, je vais faire quoi ? Tiens, on va aller dans l'aéronautique. De l'aéronautique, il y avait un peu ce côté horlogerie, du sous-nautique, c'est des métiers différents, sur du très très fin, c'est vraiment l'horlogerie du métier, tu vois. Donc j'ai dit, je vais aller là-dessus. Puis voilà. Donc, et là, tu vois des salaires qui sont plus importants, non plus. Non. T'as des gars qui sont en déplacement. Tu fais aucun effort là. T'as des gars qui sont en déplacement, donc qui habitent dans des régions, ils se font payer en grand déplacement. Donc le grand D, en fait, tu prends une certaine somme par jour. Donc ils étaient dans des... T'habites en Alsace, tu vas à Saint-Nazaire, t'es en grand déplacement. Voilà. Bon, moi, donc il y a des moyens, en fait, d'augmenter ta rémunération sans toucher ton salaire, quoi. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Il y a des gars, ils arrivaient avec leur camping-car qu'ils ont depuis 25 ans, ils font que du grand déplacement depuis 25 ans.
Et ça les aide à gagner beaucoup plus. Oui. Alors, ouais, mais pour compléter ce tableau, pour pas que les gens imaginent que tous les gens qui viennent bosser dans l'industrie n'ont jamais de perspective, etc. Tu as croisé, toi, des gens qui ont justement eu des schémas d'évolution parce que nous, on a eu à ta place, il y a 3 semaines, il y a quelqu'un qui a commencé à la base de la base et qui a fini patron tu viens de le dire, là. De société industrielle. Attends, on va rembobiner. Avec 1500 employés. Il a fini patron. Ouais. C'est-à-dire que pour beaucoup, et moi ça a été mon objectif pendant longtemps, c'est si je voulais à un moment vraiment... Il y a eu un moment de mes rêves, c'était de reprendre une entreprise de chaudronnerie. Ouais. Parce que je savais que mon issue à tout ça, c'était de finir patron. Ouais. En tant que salarié, je savais que c'était cuit, quoi. Ça serait 1600 euros, 25 ans. Et de toute façon, dans l'environnement dans lequel j'évoluais, tu n'avais que de l'ancien qui était à ces salaires-là. Après, j'avais un patron qui avait une sacrée philosophie, par contre. Tous les ans, il disait, vous prenez 33% de votre salaire. Donc en fait, tu commençais très bas. Donc pendant les 10 premières années, 3% de pas grand-chose, ça faisait pas grand-chose. Et quand tu commençais à rentrer dans des salaires à 1800, 2000, etc., tu prenais 3% de 2000, tu prenais... voilà. Donc il y avait cette logique de fidélisation sur le long terme. Et c'était toujours 3-5% par an. Donc il y avait cette logique-là. Donc tu as des mecs qui partaient avec des salaires, des très, très beaux salaires en fin de carrière. D'accord. Voilà. Mais en fait, je pense que c'est un environnement général, quoi. Tu vois, ce patron, il vit dans le même environnement que nous. Et mécaniquement, il avait réussi à trouver sa parade. Et il avait des gars qui étaient là depuis 25 ans. Donc il n'y a pas de... Non plus, on ne peint pas un tableau qui... Oui, c'est pas Germinal non plus. Oui, alors je t'ai dit, je suis un éternel optimiste. Et en plus, c'est plus le cas, c'est fini, Germinal. Je te parle juste qu'il y a certaines réalités qu'il faut prendre en considération si on veut mieux anticiper l'avenir, en fait, c'est tout. Là, tu vois bien là où je veux en venir. Donc, il ne faut pas peindre un tableau qui est complètement noir, parce que tu as des mecs qui gagnent très bien leur vie. Moi, j'ai un copain qui doit avoir 2 ans de moins que moi. Là, il a monté sa boîte de tuyauterie. Il explose. Je ne sais pas combien il fait, ça fait longtemps que je l'ai payé au téléphone, mais... il gagne très bien sa vie. Il gagne très très bien sa vie. Il gagne mieux sa vie que, je pense, certains cadres de grosses entreprises. D'accord. Donc ça c'est une réalité aussi. Je pense que c'est intéressant. Non, mais en fait, on est en train de peindre un dessin économique qui est assez général. Ouais. Donc, tu as la réalité que moi j'ai vécue. Que je t'ai dit, moi j'ai commencé à 1227 euros, j'ai fini à 1380 euros. Voilà. Et je te donne mon expérience. Et il y a des voies aussi qui sont très bonnes. Je sais que par exemple les gens qui travaillent en déplacement, qui sont tuyauteurs, soudeurs, etc., ces métiers-là, ils arrivent à bien vivre aussi. Enfin, voilà. Ok. Tu développes quand même une expertise. À tel point qu'il y a des concours. Ouais, ça c'était avant. Ouais. Alors raconte-nous les concours. C'était pendant mon bac pro, ça. Donc raconte les bacs pro. Là. Je rentre en soudure et en chaudronnerie. Et alors c'était sur la 2e année de mon bac, je crois, arrivent les Olympiades des métiers. C'est tous les 2 ans les sélections régionales. Et dans le lycée dans lequel je suis, on fait passer en fait le concours régional. Donc à l'époque c'était pas Auvergne-Rhin. Faut que j'arrête de dire à l'époque, il y en a plein qui vont me tomber dessus. Avant, il y avait les sélections régionales qui se faisaient pour l'Auvergne dans mon lycée. Et je me dis, mais trop bien, quoi. Concours de soudure, génial. Déjà, c'est bon, tu tombes enfin amoureux de quelque chose, tu trouves ta vocation. En plus, on te dit, mais l'excellence derrière, tu peux aller toucher l'excellence. Et comment ça se passe? On t'a demandé de faire quoi? C'est quoi le... J'ai fait en fait, on fait ce qu'on appelle des éprouvettes. C'est un peu des phases de qualification, c'est-à-dire on met des pièces de tôle, de tubes, à souder, et qui passent après au contrôle. Contrôle macrographie, radio, enfin tout un tas de contrôles. Et en fait, suivant des contraintes en fait, propres au métier, ça te donne une note. D'accord. Donc après, tu vas à Strasbourg. Ouais. Ça, c'est national. Ouais. Comment ça se passe? Je pense que c'est un des plus beaux moments que j'ai vécu. Et en même temps, à la fin, c'est le moment où j'ai le plus pleuré. Tu rentres dans une équipe d'Auvergne, et là, tu vois les Jeux Olympiques? C'est les Jeux Olympiques. Tu as une équipe, on est 40, tu as tous les métiers. Tu as des boulangers, des pâtissiers, tous les métiers manuels, ils sont là. Et tu représentes
ta région. T'as 16-17 ans. Pff, trop cool, quoi. De souvenirs, je crois, ça dure 3 jours. T'es chronométré, etc. C'est pas comme Il y a du public là. Ah oui, il y a du public là. Je crois, te souvenir, je vais te sortir les chiffres. Je crois qu'il y a 150 000 personnes qui passent en 3 jours, quoi. Ah oui, donc Strasbourg. ouais. Et là, c'est la fête. Mais ce moment, mais quand t'es... Mais je me rappelle, tout le monde a ses drapeaux de sa région, mais t'as une fierté mais immense de représenter ton métier et ta région, mais c'est fou. Et j'arrive 4e, ex aequo avec le 3e. Ah, Ouais. Et en fait, si tu veux, qu'est-ce qui a fait la différence? l'âge. Il était plus vieux que moi, il ne pouvait pas recommencer les Olympiades, et moi je pouvais. Donc il est passé devant. En tout cas, super expérience. Extraordinaire. Ok, bah super. Et donc, je reviens sur ton Tour de France. Tu te dis, bon, tout ça est formidable, j'apprends plein de trucs, j'aspire à gagner plus, je vais recommencer les études. Tu voulais déjà créer ta boîte ou... Ouais, oui, à cette époque, j'avais cette ambition de monter ma boîte. Ouais. Donc, c'est possible de dire, j'acquiers un socle technique et de basculer. Tout à fait. Et on m'a, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on me l'a très clairement suggéré, quoi. C'est-à-dire, si vous voulez évoluer, Ok, il faut le papier. d'accord. Donc, je reprends les études. Et à ce moment-là, je me dis, mais allez, on passe sur un un BTS technico-commercial. J'adorerais vendre. Tu vois, tu es en atelier. Pareil, tu es jeune, tu as envie de voir un peu l'extérieur. Et là, je vendais des produits que j'avais fabriqués. Donc, ça, c'était cool. Après, j'ai passé mon BTS, j'ai passé une licence et un master en supply chain. D'accord. Donc, ça, tu l'apprends, tu es diplômé. Tout ça à Clermont? Oui. D'accord. Et tu sors de là, tu fais quoi? Bah, je monte ma boîte. Voilà. Voilà. Donc ça c'est fait. Ouais. Ça s'appelle comment? C'est les éditions Eurésis. D'accord, donc maison d'édition dès le début, donc pas cabinet de conseil. Ouais, en fait, pas, si tu veux, j'ai monté une activité. J'avais déjà en tête de monter en fait les 2 activités en même temps. Et je me suis dit, bon après, j'ai peut-être fait une erreur, j'en sais rien, ça sera pas la première. Mais je me suis dit, code NAF sur une édition, sur du conseil, je me suis dit, je préfère garder le code NAF de l'édition pour éditer des... Enfin, quand tu édites... Autant j'arrive à expliquer à mes clients, oui, j'ai le code NAF parce que je fais aussi de l'édition, mais ma boîte, elle fait du conseil. Enfin, tu leur donnes le cabis, ils disent, ah bah oui. On aime bien les cases en France. Donc Ouais, voilà, on revient sur le sujet administratif. Ouais. Pourquoi je peux pas mettre 2 codes NAF, tu vois, comme ça c'est bon. Là, mais on pourquoi tu as besoin d'un code NAF? Et pourquoi tu as besoin d'un code NAF? C'est ça le truc. Ah non, c'est pas pareil. Ah oui, d'accord. donc voilà, bon, ça s'est construit comme ça, ouais. Ok. Et ça t'a pas traversé l'esprit de dire, bon, finalement, je connais le métier, pourquoi je reprendrais pas une boîte industrielle? Non. Non, parce que je suis parti sur une nouvelle phase. On a des phases, tu vois, dans sa vie. Hein. Et là, je suis dans une autre phase, côté conseil et édition. Donc tu es un homme épanoui, heureux, oui. fier de ton parcours et qui voit l'avenir. Oui. J'écris, je suis content. Oui, alors ça, je compatis. Moi, je rencontre beaucoup d'industriels qui disent il y a des régions où on peut faire quelque chose et il y a des régions où on ne peut pas. Alors explique-moi ça. C'est extraordinaire parce que ça, c'est les 2 premiers chapitres de mon livre. Eh ben, t'es pas, tiens. Tu l'aurais pas. J'ai bossé. Les 2 premiers chapitres de mon livre, surtout le 2e, il explique ça. Alors, je trouve que j'adore parce qu'une fois, je suis au FFI et chef d'entreprise qui me dit mais encore un littéraire. Oui, tu connais un littéraire, toi qui as soudé? Non, mais parce que des fois, tu sais, le mélange des genres, il est bien aussi, tu vois. Parce que on me dit oui, mais t'es penseur, tu penses que les gars qui sont en train de souder, ils pensent à ces gars-là. Mais je dis par contre, ces penseurs, ils ont pensé à eux, tu vois. Donc, c'est bien des fois le mélange des genres, tu vois. Et justement, il y a un sociologue en particulier qui expliquait que qu'en fait, nos communautés humaines, on n'est plus sur le plan économique, mais tu vas voir que c'est très proche. Sur le plan social, en fait, on se construit sur donc, la communauté qu'il appelle de sens, c'est-à-dire c'est tes enfants, tes parents, c'est ta famille. Voilà. Communauté de lieu, c'est cette communauté locale, et la communauté d'esprit, c'est la nation, c'est tout ce qui englobe le roman national ou le roman civilisationnel. Et ces communautés de lieu, elles interagissent. Et c'est ça l'économie. En fait, c'est pas
l'économie, c'est pas une abstraction, c'est pas que des tableurs Excel. Quand on parle d'économie réelle, c'est des échanges d'êtres humains. D'être humain à être humain. D'être humain. Oui, après, il y a de l'économie de la vente d'être humain. Mais ça se fait plus chez nous. Ce podcast n'est pas consacré à ce genre de ce sujet-là. Mais c'est des échanges sociaux, en fait. Je crée un produit, etc. Voilà. Et forcément qu'il y a des communautés de lieux qui se sont nourries économiquement d'un savoir-faire culturel. Je reviens à Thiers. Thiers, c'est le couteau. Tu avais une famille sur 2 qui bossait sur le couteau et l'autre famille sur 2, elle bossait pour un sous-traitant des couteaux. Donc voilà. Et tu as cette culture métier, voilà, de la métallurgie. Voilà. Et tu as dans diverses régions des années de culture industrielle qui se créent et qui permettent en fait cette économie-là. Et ça, c'est toute la thèse du livre. Et alors pourquoi ça permet ? Pourquoi ça permet quoi ? Ouais, c'est quoi l'impact de la culture sur tiens, je vais m'installer là ou là ? Une culture métier, déjà. Oui, mais culture métier, mais ça veut après, dire quoi ? je vais te donner un exemple. Moi, j'ai travaillé dans une ETI, je te jure, c'est vrai. Dans l'usine, il y a un des sites de l'usine. Dans la même usine, tu as le père, le frère, la mère et l'oncle. Ben, je veux dire que, bon, je pense que ça doit animer un peu les repas de famille, mais c'est sûr que ça va parler métallurgie. Hein. Non, bien sûr. Donc, tu as des bassins complets ouais. où tu as un vivier, en fait, de gens qui ont la culture métier. Et ça, on pourra en parler, mais je trouve que ça se perd. Parce que, par exemple, la Saint-Éloi, qui est quand même le saint des métallurgistes, je trouve elle est plus fêtée. Alors que quand tu fais un peu d'histoire et que tu rouvres les bouquins, en fait, de la métallurgie d'époque, tous les patrons, ils fêtaient à Saint-Éloi. C'était obligé. Et tu as même des écrits. C'est la fête nationale de la métallurgie. Ouais. Quoi. Et tu as même des écrits, écoute bien, où tu as des témoignages de salariés qui disent dans les grosses entreprises, bien sûr, mais c'est la seule occasion dans l'année où je mange juste à côté de mon boss. Et du coup, je peux lui dire des trucs que je ne pouvais pas lui dire avant. Et tu vois, c'était l'occasion aussi que tout le monde se retrouve autour de la table et on échangeait des problématiques qu'on avait au quotidien. Oui, parce qu'en fait, dans la culture métier, quand tu évoques ce terme, ça veut dire aussi l'acceptation, parce qu'on sait que ça se passe comme ça, et que nos anciens l'ont fait, d'un certain nombre de contraintes qui sont dues à un métier. Ouais. Parce que l'industrie, parfois ça fait du bruit, parfois c'est des horaires décalés, parfois c'est physiquement un petit peu dur, parfois, enfin il y a tout un tas de choses qui se... Et il va y avoir, parfois il y a, est-ce qu'il va y avoir de l'impact sur l'environnement, etc. Bon, on parlait notamment, on parle d'Auvergne, il y a eu de l'exploitation de charbon, hein. Il y a eu de la vente de charbon aussi, les Bougnats ils sont montés là-dessus. Et tu te rends compte que tu as des villes qui portent le nom de l'activité. Bah, bien sûr. Charbonnier-les-Mines. Ouais, Charbonnier-les-Mines. Donc quand tu es à Charbonnier-les-Mines et que tu installes une activité qui est pas loin de ça, tu peux espérer qu'il y a encore des gens qui disent c'est un beau métier, vas-y mon fils ou ma fille, tu vois. Alors que dans d'autres, où il n'y a pas cette culture-là, ils vont dire oh là là, ils vont me polluer les nappes phréatiques, ils vont machin. Bon, ça n'empêche pas qu'il y en ait qui ça n'empêche pas qu'il y en ait qui ait des dangers et qu'il faille faire très attention, bien entendu. Mais enfin bon, j'ose espérer quand même que, vu les contraintes et les normes qu'il y a, ça sert quand même notamment à éviter ce genre de trucs. Et puis après, c'est aussi des entreprises qui ne veulent pas se taper des problèmes dus à ça. Ouais. Mais donc cette culture-là, elle est là, en tout cas, elle joue dans ce qu'on vient de dire là. Tout à fait. Tu as vraiment il y a un bain local, il y a une ambiance locale en fait dans les métiers. Je pense à une entreprise qui est du côté d'Ambert. On ne fait pas que de la fourme, mais il y a la tradition locale. C'est le tressage. Le tressage. Ouais. Parce qu'il y avait des moulins. Oui, donc on tressait. C'est historique du bassin. Et ben, on a un des leaders mondiaux du tressage de câbles. Ombrun. Voilà, Ombrun qui est tu te rends compte, c'est très très belle entreprise. Mais tu te rends compte de ce qu'on est en train de dire. C'est des siècles de tradition. Ça fait ces siècles de tradition, de savoir-faire. Ouais. Ça crée un des leaders mondiaux du câble. C'est dingue. Mais c'est ça les économies. Tu sais d'où c'est venu ? Tu connais un peu l'histoire ? Non, je connais. Eh ben, écoute, l'histoire, c'est, il me semble que c'était les soyeux, les gens qui travaillent à la soie, qui étaient du côté de Lyon, qui au bout d'un moment avaient besoin ils cherchaient des nouveaux points de production, ils avaient besoin justement de moulins, et ils sont arrivés du côté d'Ambert. Et là, commencé comme ça.
Et puis petit à petit, le savoir-faire est arrivé. Et puis ce savoir-faire a donné que sur les nouveaux métiers, ils sont montés d'abord sur l'électroménager, maintenant sur les batteries et sur tout un tas de choses. Comme quoi, effectivement, il y a eu une progression. Et ça a donné notamment l'entreprise Aubrain. Mais et tu vois, ça, là, là, on va aller sur le sujet qui me galvanise au quotidien, mais la désindustrialisation, tu te rends compte c'est la désindustrialisation, la délocalisation, la perte du capital français en fait, de ces entreprises financiers, hein, c'est mais d'une tristesse monstrueuse. Quand il y a un moment, en fait, tu prives de ces siècles de tradition en fait, des entreprises, tu dis c'est un peu le problème que je trouve, c'est maintenant une entreprise est devenue un produit. C'est-à-dire qu'avant, dans une entreprise, tu faisais des produits, maintenant l'entreprise est elle-même un produit. Hop, on la prend, ça va en Chine. Mais il y a des mecs derrière. Il y a des femmes, il y a des hommes qui ont bossé pendant des générations dans ces boîtes-là. Tu crées des déserts sociaux. 2 millions d'emplois industriels qui sont perdus en 30 ans, ça devrait nous faire pleurer. L'autre jour, alors, je suis un peu sentimental, mais rappelle-moi le Aerospace LMB. LMB Aerospace Quand la décision du rachat de l'entreprise par l'Américain a été signée, je pense que je suis une des rares personnes qui a pleuré dans son bureau. Bon alors Oui, bien sûr. Non mais en fait, on ne se rend pas compte en fait, que tout ça... En fait, si tu veux, c'est ce que je dis à chaque fois. Il y a beaucoup de choses qui font pleurer les gens, mais qu'une entreprise qui était française, avec moi je pense à tous les anciens qui ont bossé dans ces boîtes-là, qui ont développé ces produits, qui en ont fait des fleurons, qui se disent... Tu as des gars qui ont bossé 42 ans en se disant j'offre un héritage demain à ceux qui vont passer derrière. Tu sais, la phase de transmission à la retraite, j'ai donné 42 ans de ma vie dans cette entreprise. Pourquoi il n'y a pas des Français qui peuvent racheter ça? T'as réfléchi à ça? J'ai ma petite idée, c'est qu'aujourd'hui, on a une perte de capital en France. Est-ce qu'aujourd'hui, la question, c'est de se dire, est-ce qu'on a des gens qui sont capables de racheter une entreprise à 350 millions d'euros? Voilà. Tu vois, il y a une épargne folle en France, mais elle va. On en avait déjà discuté. Voilà, elle va dans l'immobilier, elle va financer les déficits de l'État, elle va mais elle ne va pas s'investir dans l'économie réelle. Je suis d'accord. Donc voilà. Et puis deuxièmement, on parle des Américains qui rachètent des sociétés. Eux, ils ont des fonds de pension. Les fonds de pension, c'est des cotisations à la retraite qui sont capitalisées. Nous, on n'en veut pas. Donc si on ne veut pas ça, on ne rachète pas les PME. Bon, là, il y a un gros sujet. Il y a un gros sujet. Bon, de toute façon, écoute, on parle déjà depuis un bon moment. Est-ce que tu veux aborder un sujet qu'on n'aurait pas abordé? Je voulais te parler très rapidement de ce que j'appelle l'esprit chevaleriste de l'industrie. Oh là là, oui. On passe du très concret du début à l'abstraction. C'est important aussi. Vas-y, termine par les chevaliers. Parce que le futur n'est jamais n'est pas concret tant qu'il n'est pas encore vécu. Je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse, on veut leur offrir beaucoup de choses. Tu te rends compte, il y a des jeunes, j'écoute très souvent ça, tu as des parents qui ont dit à leurs gamins, accomplis tes rêves, va à fond dans la vie, etc. Et le discours en fait ambiant, que ce soit l'entreprise, le politique, de manière très générale, il n'offre pas en fait de rêve. Souvent on me dit oui, mais un jeune sur deux aujourd'hui de moins de 18 ans, il veut faire un influenceur. Ah oui, mais l'influenceur, il vend du rêve. Vous avez éduqué vos gamins en disant il faut qu'ils vivent leur rêve, et après le jour où ils commencent à rêver, vous leur dites mais non, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Oui, mais parce qu'en fait aujourd'hui ils arrivent à se projeter ils arrivent à projeter leur rêve. Enfin, on leur vend du rêve, qu'ils le prennent. Voilà. Et moi je me dis à un moment en fait le discours des chefs d'entreprise des fois il est un peu trop institutionnalisé. Il n'est pas à mon sens galvanisant. Tu vois. Moi en tant que jeune, d'abord on les entend pas. Hein. Bon, on les entend pas. On les entend pas, mais les sujets économiques, oui. Mais en fait, on le sait, le meilleur levier dans une entreprise, le meilleur levier économique, ça reste l'humain. On le sait, il y a des instituts sur Lyon qui ont fait, en sciences des organisations, qui ont fait ces études. On sait qu'aujourd'hui, le meilleur levier économique d'une entreprise, c'est l'humain. Qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que c'est dans les deux sens. Ça va pas, c'est catastrophique. Si ça va très bien, tu exploses les scores. Donc, la capacité à mobiliser en fait les gens, c'est quand même important. C'est même au centre du management. Et je vais me dire, en fait, les discours, ils sont très tableur Excel, très PowerPoint. Mais moi, tu me vends pas du rêve. Moi, j'ai 17 ans. Tu vois, je t'ai dit tout à l'heure, ce qui m'a galvanisé, c'est les Olympiades. Pourquoi? Parce que je représentais ma région. Je représentais mon savoir-faire. J'étais plus qu'un soudeur. Je représentais ma région, mon territoire.
Voilà. Et en fait, ça me galvanisait. Et puis derrière, tu as la possibilité d'aller au championnat du monde. Ça fait rêver. De me dire, ouais, mais ça fait rêver parce que ça va chatouiller aussi un mot qui est devenu un gros mot en France. C'est l'ambition. Voilà. Donc, parce que quelque part, l'entrepreneuriat, c'est une aventure, c'est une épopée, il y a des difficultés, c'est compliqué, ça on en a parlé 1000 fois. Bon. Mais on accepte ça parce qu'on a une ambition d'arriver quelque part. Et donc, dès que tu exprimes une ambition, tu te dis, oh là là, je vais me faire embêter, on va me critiquer, machin, il y a des gens qui n'osent pas le faire. Mais tu te rends compte, mais j'ai 29 ans, on m'a sorti le jour, Benjamin, à 29 ans, est-ce que monter une boîte de conseil, c'est pas un peu prétentieux? Tu vois, dès que tu as un petit peu d'ambition, dès que j'ai pas la prétention de donner conseil à tout le monde. Hein. Mais tu vois, rien que le fait d'un moment de s'émettre l'idée, c'est bon, c'est de la prétention. Faut pas être trop ambitieux. Surtout à 29 ans, reste bien à ta place. Reste bien. Ouais. Et je t'ai apporté quelque chose. Mon Dieu! Que je t'ai dit. Ah, vas-y. Il y a une phrase, je lisais ce matin, parce que comme tu l'as compris, je lis beaucoup. Et je suis sur Paris, j'en ai profité pour aller aux Invalides, et les discours de guerre de Napoléon. Ah, un homme de discours. Et je me suis dit, mais cette phrase, j'aimerais en fait que des chefs d'entreprise me la donnent, me la disent. Soldats, je veux vous conduire dans les plus fertiles plaines du monde. Excuse-moi, je veux le lire. Putain. Mais ça, chef d'entreprise qui me dit ça, donnez-moi envie en fait de bosser chez vous. Vendez-moi du rêve. Ok. Donc, un peu d'ambition dans le discours des chefs d'entreprise ne ferait pas de mal. Ouais. Sortez du discours purement économique de HEC, quoi. Donnez-moi autre chose, quoi. Ok. Donnez-moi du Napoléon, donnez-moi du... Très bien. Ça sera le mot de la fin. C'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Eh bien, écoute, Benjamin, merci. C'était vraiment merci à vous. Passionnant. Et puis, continue à croire en tes rêves. Hein. Merci.